Un jour, en présence d'Al-Ma'moun, le frère Hassan se prend de bec avec Mawarudzi, l'un des astronomes qui se consacrait à Damas à l'observation du soleil. Sans doute Mawarudzi a-t-il étudié à fond les éléments d'Euclide et l'Almageste de Ptolémée, mais il a de la peine à résoudre par lui-même tout problème de mathématiques. Hassan le convie à lui poser un problème de géométrie, à condition toutefois de pouvoir à son tour en poser un à Mawarudzi. Cette proposition met le pauvre homme dans un cruel embarras, auquel il cherche à se soustraire en se tournant vers El-Ma'moun pour déclarer d'un ton accusateur. Ô souverain des croyants, sais-tu que cet homme n'a lu que 6 des livres d'Euclide? El-Ma'moun, persuadé que son cher Hassan a, conformément à ses ordres, étudié l'œuvre entière d'Euclide, ne peut croire au bien fondé d'une telle accusation. Il tourne vers l'accusé un regard interrogateur et visiblement sceptique. Alors Hassan s'écrie: Par Allah, ô souverain des croyants, si je voulais mentir, je déclarerais que les dires de cet homme sont faux, et je les mettrais à l'épreuve. Car il ne m'a cité aucun des problèmes posés dans les livres que je n'ai pas lus. M'eût-il posé l'un de ces problèmes, que je l'eusse instantanément résolu devant lui. Je lui eusse donc prouvé que je ne perdrais rien à ne pas connaître ces livres, puisque ce genre de problème ne présente jamais pour moi la moindre difficulté. Mais le point faible de cet homme, c'est précisément de ne pouvoir résoudre le moindre problème, quel que soit le temps qu'il consacre à son étude. El-Ma'moun est bien obligé de l'admettre, mais ne saurait pardonner à Hassan de n'avoir tenu aucun compte de ses ordres. Au nombre de ses travaux personnels, donc composés sans la collaboration de ses frères, figure un ouvrage sur les sections coniques. Et c'est lui qui inventa la construction de l'ellipse dite du jardinier. Les recherches personnelles des Beni Moussa ne furent pas seules toutefois à établir leur renommée. Ils rendirent également de grands services à la science grâce à leur richesse positivement astronomique. Bien qu'encore relativement jeunes, tous trois se révèlent déjà des mécènes d'une étonnante générosité. À leurs propres frais, ils dépêchent vers l'Empire byzantin des messagers chargés d'y rechercher d'anciens manuscrits d'astronomie, de mathématiques et de médecine. Ils font acheter en bloc, et à prix d'or, les ouvrages des Grecs et les font rapporter à Bagdad dans leur demeure de Bab et-Taq. C'est là, ainsi que dans la propriété qu'Al-Mutawakkil leur a donnée au voisinage de son palais de Sammara, qu'ils offrent en permanence l'hospitalité à tout un essaim de traducteurs venus des pays les plus divers, et qu'à attirer leur générosité. Cela, à l'exemple d'Al-Ma'moun, qui lui aussi collectionna les manuscrits anciens et fonda des écoles de traducteurs. Comment leur est-il possible de mener ce train de vie qui les place sur le même pied que le calife? Leur enfance ne fut-elle pas des plus humbles? Moussa ben Shakir n'a-t-il pas mené avec les siens une existence fort modeste? Le traitement mensuel de 500 dinars que les Beni Moussa allouent à chacun de leurs traducteurs eût représenté pour eux, dans leur jeunesse, une véritable fortune. 500 dinars correspondant à 7500 marques d'or. Cela fait donc 80 000 marques d'or par tête et par an. Traitement royal en vérité. Même si les revenus des trois frères sont importants, ils ne sauraient suffire à alimenter le flot de dépenses auxquelles ils ont à faire face pour les seules acquisitions et traductions d'anciens manuscrits grecs retrouvés. Ils ont donc certainement une autre source de revenus. Mais qu'est-il donc advenu précisément de l'or de Moussa, de ce butin amassé par lui, nuit après nuit, des années durant? De son vivant, nul n'a jamais vu le produit de ses razzias. La fortune amassée par ce brigand du désert au cours de ses randonnées nocturnes n'a-t-elle pas finalement servi à financer un acte de sauvetage scientifique d'une portée historique capitale? Parmi les érudits qui travaillaient pour le compte des Beni Moussa, mettant au jour les merveilles de la science, les plus productifs sont Hunayn ben Ishaq, Ishaq ben Hunayn son fils, et Hubeish ben al-Hassan, son neveu. À côté d'eux cependant, un jeune traducteur découvert par Mohammed déploie dans la demeure des Beni Moussa une étonnante activité. Le jeune Thabit ben Muqura, membre d'une secte païenne de Sabéens qui vénère les étoiles, il comptera un jour au nombre des plus grands savants arabes.
Toujours en quête des manuscrits anciens, Mohammed ben Moussa avait personnellement parcouru la Grèce et l'Asie mineure. Lors de son voyage de retour, à travers le Haran, il avait rencontré à Kafartuta le jeune Thabit qui y exploitait un bureau de change. Mohammed remarqua l'intelligence et la vivacité d'esprit de ce garçon, capable de s'exprimer en plusieurs langues et de calculer à une vitesse vertigineuse dans les monnaies les plus diverses. Ce garçon était exactement ce qu'il lui fallait. Calculateur émérite et traducteur habile. Mohammed ramena sa trouvaille à Bagdad et lui offrit l'hospitalité. Il présenta son protégé au calife El-Muttadid, qui le préféra bientôt à tous les érudits de son entourage. Thabit traduit pour le compte des Beni Moussa toute une série d'ouvrages d'astronomie, de mathématiques et de médecine. Manuscrits d'Apollinos, d'Archimède, d'Euclide, de Théodose, d'Aristote, de Platon, de Galien, d'Hippocrate, ainsi que la géographie de Ptolémée. Il perfectionne les traductions de Hunayn et de son fils, puis se lance dans une énorme production d'ouvrages personnels. Il aurait composé environ 150 ouvrages arabes et 10 syriens. Ses traités d'astronomie, de mathématiques et de médecine vont le placer au tout premier rang des savants musulmans de son époque et même de tous les temps. Si nous avons relaté l'histoire des Beni Moussa, ce n'est pas seulement pour l'amour d'eux. En effet, parmi les 534 astronomes arabes, dont l'histoire nous a conservé les noms, phalange dont bien peu de peuples civilisés pourraient fournir l'équivalent, nombreux sont ceux qui ont accompli une œuvre plus essentielle tant pour le progrès de la science dans leur propre pays que pour le développement de celle-ci en Occident. Mais l'histoire des trois fils de Moussa ben Shakir constitue un exemple typique. Ces trois frères rassemblent, en effet, les dispositions d'esprit grâce auxquelles, les Grecs s'étant définitivement tus, les érudits musulmans vont insuffler à la science astronomique une vigueur nouvelle, dont profitera bientôt l'Occident tout entier. Citons entre autres leur goût de la compilation et de la traduction grâce auquel ils arracheront à l'oubli les richesses scientifiques des anciens. Celles-ci leur fourniront les précieux éléments indispensables à l'édification d'une œuvre dont héritera finalement l'Occident. Leur génie inventif qui, sur le plan technique, leur permettra de perfectionner les instruments déjà connus et d'en inventer de nouveaux. Condition préliminaire d'une part à l'étude méthodique et précise des phénomènes naturels, du haut de leurs observatoires, ces instruments leur permettront, en bien des domaines, de dépasser les résultats déjà acquis par les anciens, et d'autre part à l'entreprise de recherche basée sur des expériences méthodiques. Leur don remarquable pour les mathématiques et leur enthousiasme à résoudre les problèmes par voie de calcul, toutes dispositions qui leur permettront de développer de nouvelles branches des sciences mathématiques et de créer, tant pour eux-mêmes que pour l'Occident, les principes fondamentaux propres au calcul astronomique. Le premier fils. Ce fut un grec, mais bien peu grec à vrai dire, qui fonda l'astronomie scientifique. Jusque-là, chez les Grecs, l'observation des étoiles, purement spéculative, avait manqué de méthode. Le génie grec, axé sur l'harmonie, l'ordonnance et la conformité à des lois, avait à travers les siècles édifié un système universel de plus en plus rationalisé. Il avait accrédité, une fois pour toutes, l'idée d'une ordonnance de l'univers, du cosmos, strictement conforme aux lois. Ce besoin de soumettre les phénomènes naturels à des lois, d'appliquer celles-ci à un tout rationnellement intelligible, différenciait profondément les sages grecs des astronomes vivant sur les bords du Tigre et de l'Euphrate. Les Babyloniens étaient des observateurs acharnés et méticuleux. Ils avaient observé avec une grande précision les phénomènes célestes à leurs effets, sans jamais chercher pourtant à les soumettre à des lois, et encore moins à tirer parti des résultats de leurs observations. Si les Babyloniens étaient trop empiriques, les Grecs, eux, péchaient par excès contraire. Leur esprit théorique, ne se laissant volontiers entraîner ni à des observations prolongées ni à des calculs minutieux, préférait de beaucoup se lancer dans l'interprétation philosophique des phénomènes. Ainsi étaient-ils déjà parvenus, vers 500 avant Jésus-Christ, à parachever leur représentation de la voûte céleste visible en lui attribuant la forme géométriquement la plus pure, celle d'une sphère au centre de laquelle la Terre, conçue sous la forme d'un cylindre, restait suspendue dans l'espace.
Et cela jusqu'à ce qu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Aristarque de Samos mit le soleil à la place de la terre au centre de l'univers. Si grandiose que fût une telle image du monde, le gros des savants et la masse du peuple refusèrent obstinément d'admettre un univers dont la terre ne serait pas le centre. Cette terre qui avait engendré l'homme. On s'aperçut bien alors qu'en l'absence de toute preuve d'ordre scientifique, la simple raison ne pouvait suffire à étayer une si audacieuse affirmation. La Terre resta donc le foyer sacré de l'univers. Et elle l'était encore un siècle et demi avant Jésus-Christ, lorsqu'un homme d'Asie mineure, premier en son genre et fort peu fidèle en cela au génie grec, se livra à une masse d'observations, de mensurations et de calculs d'une extrême minutie, mise au service d'une scrupuleuse précision. Cet homme, qui fit entrer l'astronomie dans une phase nouvelle et fonda la véritable science astronomique, cet homme se nommait Hipparque. Il observait inlassablement le ciel, constellé d'étoiles. Et pour effectuer ces minutieux calculs, usait d'instruments de mesure pour la plupart de son invention. Cet inlassable travail de fourmi lui permettait de dresser un catalogue détaillé des étoiles et de fournir une masse d'enseignements qui allait servir de critère et de base à toute l'astronomie des siècles suivants. Le plus scrupuleux des hommes, c'est ainsi que le qualifia 265 ans plus tard l'Égyptien Ptolémée, qui parlait certes en connaissance de cause. Ce dernier travailla, en effet, sur les données d'Hipparque, lorsqu'il élabora son célèbre Almageste, traité qui embrassait tout le savoir de son temps et qui, effaçant du même coup les réalisations de tous ses devanciers, marqua le point culminant de l'astronomie de l'Antiquité. C'est bien plus tard seulement que les érudits d'Occident découvrirent, sous l'humus, la trace de divers savants, celle d'Hipparque en particulier, dont les ouvrages, désormais superflus, avaient disparu. Ne possédait-on pas en effet l'Almageste ? Cet ouvrage demeura pour plusieurs siècles la dernière grande production de la science astronomique. Pas plus que les Romains, les Indiens ne contribuèrent au développement de celle-ci. Pour qu'une impulsion nouvelle lui fût donnée, il fallut attendre les Arabes. Deux astronomes arabes, répondant l'un et l'autre au nom de Omar, étaient un jour assis sous l'arcade de la cour d'une mosquée lorsque plusieurs théologiens passant devant eux s'arrêtèrent à leur hauteur pour leur demander « À quelle source rafraîchissez-vous donc votre esprit ?» À quoi l'un des deux Omar répondit « Nous lisons le commentaire d'un verset du Coran. Ne considère-t-il pas les chameaux, comment ils ont été créés, et le ciel, comment il est élevé ?» Pour le musulman, en effet, l'astronomie a une profonde signification religieuse. Le mouvement prodigieux des étoiles, du soleil et de la lune est pour lui la preuve manifeste de la toute-puissance et de l'omniscience de celui dont le prophète a dit « Il a créé le ciel et la terre, la lumière et les ténèbres, et sa connaissance embrasse l'univers tout entier. » Aussi, selon l'un des plus grands astronomes arabes, Al-Battani, l'astronomie vient-elle aussitôt après tout ce que chaque individu doit connaître des commandements de la religion, car c'est par le truchement de cette science que l'homme accède à la preuve de l'unicité d'Allah et à la connaissance de la prodigieuse grandeur, de la sublime sagesse, de la puissance et de la perfection de son œuvre. Mais pour les musulmans, l'astronomie a également une signification éminemment pratique. En effet, si tout comme celle des fellahs sédentaires, la vie des bédouins nomades les avait dès l'origine orientés vers une astronomie appliquée, en revanche, et depuis la fondation de l'islam, les obligations quotidiennes de la religion rendaient insuffisante la seule observation attentive de la voûte céleste. Le prophète alayhi salatu wassalam, avait donné des instructions précises quant aux pratiques religieuses, et seule la scrupuleuse observance des commandements donnait aux croyants l'assurance qu'Allah exaucerait ses prières. Or, la ponctualité dans la prière revêtait une grande importance. Tout muezzin se devait d'être un astronome au petit pied, doué de connaissances pratiques sur la science des moments précis. Il devait savoir manier assez habilement ses instruments pour pouvoir, selon la position du soleil, appeler ponctuellement les fidèles aux 5 prières quotidiennes. Il lui fallait également tenir compte des éclipses de soleil et de lune qui imposaient des devoirs rituels précis. Mais avant tout,
Chaque croyant devait être capable de se tourner vers la Mecque pour prier, et cela quel que fût le lieu où il se prosterna devant Allah. En somme, l'observation des phénomènes célestes était à un certain point de vue plus nécessaire aux musulmans que leur pain quotidien. Aussi étaient-ils toujours soucieux d'acquérir toute connaissance d'où qu'elle vint. Et une fois que la nécessité d'entendre le chant de leur savoir eut éveillé en eux le goût de l'étude pour elle-même, l'astronomie devint l'une de leurs sciences favorites. Tout comme avait fait le grand Hipparque, ils se plongèrent avec une ferveur extraordinaire dans les observations, les mensurations et les calculs. Ils construisirent des observatoires dont les plus célèbres furent ceux d'Al-Ma'moun à Bagdad et à Damas, ceux des califes Fatimides Al-Assis et Al-Hakim au Caire, celui que le sultan Hadoud ad-Dawla fit construire plus tard à Bagdad dans le jardin de son palais, celui de Seklekid, Malik Shah al-Nishapur en Perse orientale, celui du mongol Hulagu à Maraga en Perse occidentale, et enfin celui du prince des Tartares Ulugh Bey à Samarcande. Seul Hulagu semble n'avoir pas été très convaincu de l'intérêt présenté par l'exploration du ciel. Lors de son avance triomphale jusqu'au cœur de l'Empire arabe, ce petit-fils de Gengis Khan avait soumis les princes persans, passé au fil de l'épée le grand maître des Ismaéliens, pillé et brûlé Bagdad, en prenant grand soin d'exterminer la famille du calife abbasside. Cependant, le haut degré de civilisation des Arabes en imposa à ce parvenu de la steppe, et il crut bon, afin d'accroître l'éclat de sa renommée, de s'adjoindre tous ceux qui possédaient un nom et une réputation dans les sciences et les arts. Après avoir fait décapiter le prince ismaélien d'Alamout, il fit de Nasir ad-Din Tusi, né en 1202 et mort en 1274, astronome et mathématicien de génie, alors au service de ce prince, son vizir et ministre des Finances. Nasir ad-Din, cependant, désirait poursuivre ses recherches scientifiques et, pour ce faire, avait besoin d'un observatoire. La requête de son ministre des Finances, accompagnée de l'évaluation des frais qu'entraînerait son acceptation, fit naître des doutes dans le cœur ombrageux du barbare. L'utilité d'un observatoire était-elle proportionnée aux énormes capitaux qu'engouffrerait un tel établissement? L'utilité de l'astronomie, lui répondit Nasir ad-Din, je te la prouverai sous peu. Avec la permission de Hulagu, Nasir ad-Din fit secrètement hisser un grand bassin de cuivre sur le toit du palais. Et le soir venu, alors que tous les grands dignitaires étaient rassemblés autour d'Il-Khan, il donna à leur insu l'ordre de faire basculer le bassin du haut du toit. La chute de l'objet provoqua un effroyable vacarme qui glaça d'épouvante toute la compagnie, à l'exception bien entendu de Hulagu et de Nasir ad-Din. Vois-tu, dit celui-ci à son maître, seul demeure impassible celui qui connaît le pourquoi des choses. Or, l'un des avantages de l'astronomie réside précisément dans le fait que l'initié, comprenant ce qui se passe, peut observer les événements avec sang-froid sans se laisser effrayer comme l'ignorant. L'Il-Khan fut confondu par le raisonnement de son ministre des Finances. Dès lors, rien n'alla plus assez vite pour lui. Il mit à la disposition de Nasir ad-Din des sommes considérables, pour que fût édifié sur le champ un observatoire muni de tout l'équipement adéquat. Lorsque la construction de cette merveille fut achevée, Hulagu, ivre de joie, offrit encore 20 000 ducats à son ministre. 400 000 volumes, volés à Bagdad, en Syrie et en Mésopotamie, furent entreposés dans la bibliothèque de Maraga. Hulagu fit venir d'Espagne, de Damas, de Tiflis et de Mossoul maints savants renommés qui, sous la direction de Nasir ad-Din, reçut l'ordre de dresser de nouvelles tables astronomiques. Et cela dans les plus brefs délais, ordonna le souverain. Une observation complète des planètes, objecta Nasir ad-Din, ne demanderait pas moins de 30 ans, durée approximative de la révolution de Saturne. Mais le Khan était bien trop impatient pour admettre un tel délai. J'exige que les observations soient terminées d'ici à 12 ans, déclara-t-il froidement. Et de fait, les tables ilkhaniques furent dressées dans le délai imparti. Nasir ad-Din at-Tusi avait obtenu de son maître un observatoire auquel nul autre ne pouvait être comparé. La haute qualité des instruments d'observation dont il fut équipé,
contribua par-dessus tout à l'immense renommée dont il jouit dans tout l'Orient. Les Arabes, Ahmed Ben Moussa l'avait prouvé, étaient de remarquables techniciens à l'imagination fertile, doublés d'habiles mécaniciens. Ils déployèrent une ingéniosité infinie à domestiquer l'eau, dont leur existence dépendait si étroitement. Pour irriguer le sol, ils construisirent tout un assortiment de roues à godets, pompes, élévateurs d'eau, voire de dispositifs capables d'utiliser le feu pour tirer l'eau. Ce que l'on ignore, en général, c'est qu'ils cherchèrent même à s'assurer la maîtrise des airs. En 880, le médecin Ibn Firnas construisit en Espagne la première machine volante faite d'étoffes et de plumes. Il réussit plusieurs fois à se maintenir un certain temps dans les airs en vol plané, jusqu'au jour où il s'abattit. À peine réalisé, le vieux rêve d'Icare se brisait de nouveau sur la terre. Mais c'était aux instruments d'astronomie que s'intéressaient essentiellement les Arabes. Pour résoudre en effet les problèmes qu'ils se posaient, ceux qu'ils tenaient des Grecs ne leur suffirent bientôt plus. Sans doute ne cesseraient-ils pas de les perfectionner et de les compléter. Ils en inventèrent néanmoins de nouveaux qu'ils portèrent à un degré de perfection tel que ce furent les seuls instruments employés par l'Occident jusqu'à l'invention de la longue vue. Du temps où le fils de Nasr ad-Din dirigeait l'observatoire de Maraga, un visiteur nous rapporte avoir été stupéfait par la vue de nombreux instruments d'observation, dont la sphère armilière composée de 5 anneaux de cuivre. Le premier, fixé au sol, représentait le méridien. Le second, l'équateur. Le troisième, l'écliptique. Le quatrième, le parallèle. Et le cinquième, le cercle de déclinaison, ou collure des équinoxes. J'y vis aussi le cercle azimutal, grâce auquel on détermine l'azimut des étoiles. Les Arabes ne cessèrent d'agrandir les anneaux constituant la sphère armilière. La propriétaire des anneaux, ainsi que l'avait nommé Ptolémée, d'affiner leur graduation et de préciser leurs mesures. Leurs anneaux de cuivre atteignirent un diamètre de 3,5 mètres, sinon davantage. On en vient à se demander comment ils parvinrent à fabriquer d'aussi gigantesques anneaux, alors que de la précision de leur exécution dépendait tout le reste. Sans doute possédaient-ils des tours propres à découper des cercles dans des sphères. Mais pour tailler un spécimen aussi grand et lourd que l'anneau de cuivre de 5 mètres de diamètre qu'Ibn Qaraka fabriqua vers 1100 au Caire, ils avaient imaginé des machines assez semblables aux décolleteuses modernes, dont en tournant l'outil d'acier découpe des anneaux dans des plaques fixes. Le jour où Ibn Qaraka installe son énorme instrument au Caire, le sultan lui demanda « Pourquoi n'avoir pas découpé un anneau plus petit? Tu te serais épargné bien de la peine. » À quoi Ibn Qaraka répondit « Si j'avais pu le faire assez grand pour couvrir la distance séparant les pyramides du Tanour, je l'eusse fait. » Plus grands sont les instruments, et plus grande est la précision du travail. Ne reste-t-il pas toujours infiniment petit par rapport à la dimension de l'univers?